Le 8 juillet 2021 s'est tenu à Reims, dans les locaux du journal L'Union, un débat sur la légalisation du cannabis. Organisé par l'association Think Tank Droit de Cité, cette table ronde réunissait Jérémy Bastien, professeur en sciences économiques, le professeur Alain Régaud, psychiatre et addictologue, le docteur Thierry Delcourt, pédopsychiatre et membre de l'association Think Tank, ainsi que Arnaud Robinet, maire de Reims. Pour poser la réflexion de rassembler trois spécialistes du domaine, un spécialiste politique, Arnaud Robinet, qui a réfléchi sur ces questions-là et qui a pris une position et qu'on a entendu à la télévision sur ce débat-là. C'était assez houleux, je crois. Et puis on a bien sûr proposé à Alain Régaud, qui est depuis des dizaines d'années, engagé régionalement et nationalement sur ces questions-là, et des addictions et du soin et de la prévention, et qui a une réflexion aussi sur cette question de la dépénalisation et de la légalisation. Et puis de façon originale, nous avons aussi Jérémy Bastien, qui est maître de conférence en sciences économiques et qui est en train, lui, de réfléchir avec son équipe sur cette question des nouvelles filières économiques autour du chanvre, et qui peut donner justement, avec ces trois débatteurs, une position de réflexion qui ne va pas nous limiter à on est pour, on est contre, mais à voir comment on pourrait être un peu pour, comment aussi ce contre-là pourrait être modulé par des éléments actuels, et peut-être de dépasser certains obstacles à ce niveau-là. Donc je vais vous demander tous les trois de le lire. Et je vais passer la parole. Je suis vacciné. Merci Thierry, bonsoir à toutes et tous. Merci Jean-Michel pour ton invitation, pour pouvoir débattre et aborder un sujet, ce qui est vrai, un sujet qui est un sujet de société, un sujet qui fait débat, et un sujet qui, j'espère, sera un des sujets de la prochaine élection présidentielle. Et comme tu l'as souligné il y a quelques instants, Thierry, il est vrai que la position qui a été la mienne, qui est la mienne, a fait un peu jaser dans le milieu politique, notamment dans la formation politique à laquelle j'appartiens. Mais ce qui est plutôt sympa en politique, c'est que je me suis fait beaucoup d'amis. C'est transpartisan ce sujet. Il y a 3 semaines, Éric Piolle, le maire de Grenoble, est venu boire un café à la maison, on a débattu de ce sujet. Et l'anecdote hier avec Rémi Grandmanche qui est là, on était à Pantin, et je débattais de la nature en ville, et l'adjoint au maire en charge de l'écologie de la ville de Grenoble me dit vous avez les salutations, les amitiés d'Éric Piolle, qui m'a dit tu verras Robinet, c'est un républicain, il est bien, mais parce qu'il est pour la légalisation du cannabis. C'est transpartisan. Et d'ailleurs, là je parlerai sous le contrôle de spécialistes sur la définition de la légalisation, parce qu'il y a beaucoup de confusion entre dépénalisation et légalisation. Alors comment moi j'ai cheminé dans ma réflexion, et j'avoue avec beaucoup d'humilité que j'ai évolué sur le sujet. Mes premières questions, je me les suis posées il y a quelques années, c'était en 2016, j'étais encore parlementaire, et je faisais un voyage d'études au Canada, au moment même où le Premier ministre Trudeau lançait le débat et la légalisation sur le cannabis. Et puis ensuite, chemin faisant, il est vrai que j'ai beaucoup mûri dans ma réflexion quand je suis devenu maire. Et c'est aussi d'ailleurs l'avantage de ce mandat d'élu local, c'est d'être confronté à la réalité du terrain aujourd'hui. Et pour moi, il y a 2 volets. Le premier volet, c'est bien sûr le volet sanitaire. Et avant d'être maire, je suis père. Et père d'un jeune garçon, d'un adolescent qui a 14 ans et demi, beau-père d'une jeune fille qui a 17 ans, et qui peut être confronté, peut-être déjà consommer du cannabis, et je ne sais pas, et donc qui peuvent être confrontés à cette tentation, entre guillemets, de fumer un joint, comme on le dit, sans savoir véritablement ce qu'ils fument d'ailleurs. Parce qu'on le sait aujourd'hui, ce qui est vendu
aux jeunes enfants, enfin, aux jeunes adolescents, aux adolescents, c'est généralement du cannabis avec un taux de THC très élevé et coupé avec d'autres substances toxiques. Dernier exemple, j'ai demandé d'ailleurs au recteur de mener des actes de prévention dans les lycées avec ce qu'on appelle le CBD liquide, qui est tout sauf du CBD, mais qui fait des ravages chez les jeunes lycéens en particulier. Donc il y a cette partie sanitaire. Ensuite, il y a la partie sécuritaire. Rappelez-vous, en août 2019, la ville de Reims a connu des violences urbaines. Ces violences urbaines ont fait suite au travail remarquable qui avait été mené par la police nationale et la police municipale, qui ont démantelé un fond de trafic. Et derrière, on a eu bien sûr des représailles. Et donc des violences urbaines, attaques vers les forces de l'ordre et autres. Et puis nous le savons également, ce trafic, c'est une économie locale, souterraine, qui emmène des jeunes gens, d'ailleurs jeunes ou moins jeunes, dans une qualité de vie, entre guillemets, qui ne correspond pas à la réalité, donc qui les insère dans un cercle et un système qui ne peut pas les aider sur le long terme et leur permettre d'avoir un projet de vie d'une certaine manière. Partie sécuritaire, partie sanitaire. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit au Premier ministre et non pas au ministre de l'Intérieur. Et j'ai demandé au Premier ministre d'ouvrir un débat sur la légalisation du cannabis en mettant autour de la table différents experts, et notamment celles et ceux qui sont confrontés au quotidien à ces problématiques d'addiction, problématiques, je dirais, de consommation certes, mais également des conséquences que cela peut engendrer. Et qu'il fallait qu'on sorte du débat politique, droite-gauche, la droite contre la légalisation, l'ordre, le respect, et puis la gauche, on va dire, descendante qu'on appelait des 68 arts, donc permissive sur un certain nombre de sujets. Non, ce débat, ce n'est plus un débat droite-gauche, c'est un véritable débat et un sujet de société. Merci. Et donc, le Premier ministre m'a répondu par courrier, après d'ailleurs la réaction et la réponse du ministre de l'Intérieur, qui est venu à Reims et qui a dit hors de question, le cannabis, je cite, c'est de la merde, il est hors de question qu'il y ait un débat sur la légalisation du cannabis. Et je disais au ministre de l'Intérieur, je lui disais, Gérald, tu sais, c'est ta position de ministre de l'Intérieur, je l'entends, je ne peux peut-être pas faire autrement, mais on doit se poser des questions. Nous sommes l'État le plus répressif en Europe. Et chaque année, tous les 2-3 ans, on prend des mesures supplémentaires. Dernière mesure, c'est l'amende forfaitaire. Cette amende forfaitaire, elle est expérimentée à Reims, non pas à ma demande, parce que je l'ai appris par voie de presse. C'est M. Castaner qui avait choisi Rennes, Reims et une autre ville du sud de la France pour expérimenter cette amende forfaitaire. Ça n'a pas été un succès. Et puis quand le ministre de l'Intérieur est venu à Reims, ils ont bien sûr voulu mettre en avant, communiquer autour de l'amende forfaitaire. C'était très bien d'un point de vue com. On s'est retrouvé sur le square Colbert avec deux jeunes de 18 ans, forcément, parce que pour être amendé, il faut avoir 18 ans, qui mangeaient leur McDo tranquillement. Ils avaient un joint à côté. Ils ont vu débarquer le ministre de l'Intérieur, le préfet de police, et la totalité de ce qui compte dans ce pays en termes de sécurité. Ils se sont pris 200 € d'amende. Est-ce que c'est en amendant un consommateur, des jeunes, que l'on va mettre fin au trafic? Je ne le crois pas. Donc à partir de là, voilà, on voit qu'on est le pays le plus répressif en Europe, on est le pays où le nombre de consommateurs augmente chaque année. On voit que ça ne fonctionne pas, cette stratégie ne fonctionne pas depuis 30 ou 40 ans. Essayons autre chose. Allons voir, regardez ce qui se passe ailleurs, et essayons peut-être autre chose, du moins réfléchissons, menons une réflexion à faire évoluer cette politique en termes de consommation de cannabis. Alors, d'un point de vue politique, les choses évoluent. Parce qu'on a eu, suite à cette prise de position, les parlementaires se sont emparés du sujet. Des parlementaires de la majorité présidentielle, je pense à Caroline Janvier, députée La République En Marche, Robert Reda, député des Républicains, entre autres, qui ont mené une mission parlementaire, dans un premier temps sur le cannabis thérapeutique,
et ensuite qui ont fait une consultation, j'ai d'ailleurs été auditionné par cette commission parlementaire, sur le cannabis dit récréatif. Et puis, où cela évolue, c'est que d'ailleurs on voit une différence entre la réflexion des maires et des parlementaires, notamment à droite. Les parlementaires de droite sont totalement opposés, puisque quand on a sorti une tribune avec Boris Ravignon, mon collègue et ami maire de Charleville, et Gilles Averrousse, maire de Châteauroux, sur la légalisation du cannabis, une semaine après, dans le JDD, on s'est pris une tribune de 80 parlementaires, députés et sénateurs, en disant que voilà, on laissait notre culotte, et puis après on allait légaliser, enfin voilà, on allait aller beaucoup plus loin. Les choses évoluent, la réflexion évolue, même certaines femmes ou hommes politiques ont également évolué leur réflexion sur le sujet, on échange assez régulièrement. On a d'ailleurs, pour tout vous dire, anecdote, on a un groupe WhatsApp qu'on appelle les Canamères, où on échange sur le sujet. Et la semaine prochaine, je suis reçu avec Boris Ravignon et Gilles Averrousse par Olivier Véran, qui veut échanger avec nous sur le sujet de la légalisation du cannabis. Donc voilà, je dirais que le but de ma démarche, je dirais qu'il est atteint d'une certaine manière, c'est que voilà, on a remis le débat sur la table, le gouvernement s'y intéresse. Il faut que ce soit un vrai sujet lors de la campagne présidentielle. C'est un sujet pas facile, qui est clivant, ça je l'entends parfaitement. Et puis, moi, il y a une chose dont je veux faire prendre conscience également à mes concitoyens. Il est bien évident que lorsque je dis que j'étais pour la légalisation, du moins qu'on prenne la démarche de réfléchir à la légalisation du cannabis, j'ai reçu un nombre de courriers, de messages de Rémois en disant si on l'avait su, on n'aurait pas voté pour vous. Enfin, bref. Et donc, famille bien ancrée dans l'hyper-centre-ville de Reims, sans caricaturer. Et ma démarche et ma réponse est la même. J'ai dit, vous savez, le jeune fumeur de cannabis, il n'est pas uniquement au bas des pieds d'immeubles à Croix-Rouge, à Orgeval ou à Wilson. Moi, j'ai passé mon bac en 93, ça commence à dater, dans un lycée, entre guillemets, réputé de la ville de Reims, rue de Venise. Et il y a déjà 25 ans, voire plus, c'est un vrai lieu de trafic et de consommation de cannabis. Et donc, ça touche toutes les classes de la société. Et que, pour aussi acheter du cannabis et se fournir en cannabis, il faut aussi avoir aussi un peu les moyens. Donc voilà, il faut sortir de cette caricature en disant ça concerne que des jeunes de certains quartiers de Reims ou de nos villes. Non, ça concerne toute notre jeunesse. Et c'est pour ça que je dis, légalisons. Ça permet d'encadrer, de créer une vraie filière économique, la production, le taux de THC que l'on pourrait vendre. Et puis derrière, ça fait aussi rentrer des taxes pour l'État. Et ces taxes, elles doivent être réorientées avec deux objectifs. Accroître la politique de prévention contre les addictions, donc des moyens supplémentaires pour mener une politique de prévention contre les addictions, et là je parle contre le docteur Rigaud, contre toutes les addictions, et puis également la partie sécuritaire, ça c'est très clair aussi. Donc voilà ma position, et j'ai évolué sur le sujet depuis quelques années, et en tout cas j'espère que la réflexion qu'on a entamée avec certains va porter ses fruits dans les années qui viennent. Merci beaucoup. Peut-être que tu pourrais compléter un tout petit peu. Effectivement, cette position, c'est une position réfléchie, qui n'est pas une position angélique, qui va dire on va tout régler avec ça, et que finalement, ce n'est pas répression contre légalisation, mais qu'il y aura toujours forcément une répression contre les gros trafiquants, puisqu'ils vont forcément se renouveler ou faire de la surenchère sur ce marché, puisqu'ils ont un marché qui est maintenant bien établi. Et c'est ça qu'on va redouter aussi, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se produire dans cet affrontement au moment où on va essayer de toucher à leur précaré finalement. Ce que chacun de nous en redoute, c'est la surenchère sur les prix, la surenchère sur le taux de THC, la surenchère avec d'autres drogues comme le crack, les cocaïne, etc. Donc voilà, c'est vraiment un sujet important. Et je crois que tu as insisté sur le fait que ça suppose un vrai travail de prévention, et cette prévention, elle est autant économique avec la question de l'emploi, culturelle, la scolarisation, la question de la scolarisation, tous ces éléments-là qui, à un moment donné, vont pouvoir donner vraiment corps à cette prévention, et faire que les grands frères ne soient pas les dealers, mais que ce soit justement les acteurs des quartiers. Mais, bien sûr, parce qu'un des arguments que l'on me
à chaque fois, de se dire, mais si on supprime le trafic de cannabis par une légalisation, forcément, les trafiquants vont trafiquer autre chose. Ils vont aller vers les drogues les plus dures, cocaïne, héroïne et d'autres. Mais derrière, je dis bien, ça aussi ça nous permet vraiment de renforcer ce côté répressif et lutte contre les trafics par les services de la police comme de la justice, qui aujourd'hui, il faut être clair, n'ont pas tous les moyens à leur disposition pour lutter contre ces trafics. Mais j'ai conscience aussi d'une chose, je suis pharmacologue de formation, enfin c'est mon métier. J'ai conscience, bien sûr, des effets néfastes du cannabis sur la construction d'un adolescent au niveau du cerveau et autres. Et donc c'est vrai que c'est pas quelque chose, enfin je suis pas angélique en disant on va laisser fumer tout le monde. Non, c'est contrôler la quantité, enfin la qualité, mettre fin à ce trafic souterrain qui pourrit la vie de nos concitoyens dans certains secteurs de notre ville. Et donc la prévention, la répression, les deux vont de pair, forcément. Et puis, je le dis, enfin, il y a un accompagnement. C'est-à-dire que je considère qu'on ne doit plus considérer également les consommateurs de cannabis ou de drogue comme des délinquants, mais pour certains comme des malades. Quand on est addict, ça peut être l'alcool, on n'est pas des délinquants, on est malade, c'est une forme de pathologie. Donc on doit aussi avoir évolué sur la prise en compte de ces patients, de ces personnes qui cherchent ou qui ont une addiction pour s'évader, ou en tout cas pour combler un manque personnel, psychique, je ne sais pas. Donc c'est vrai que là, dans cette question, l'humain avec un grand H peut être au cœur des préoccupations, de la réflexion. Merci beaucoup. On va passer à un spécialiste des addictions qui est Alain Rigaud, qui va nous éclairer sur sa position et qui est une position amplement réfléchie sur le terrain depuis très très longtemps. À toi. Juste une anecdote sur le docteur Rigaud, juste parce que vous avez la parole, docteur, parce que pour être totalement franc avec vous et transparent, docteur, lorsque je me suis positionné, je me suis dit, je vais avoir le docteur Rigaud sur le dos. Ben oui, non, mais qui va être totalement opposé. Parce qu'on avait eu des discussions lorsque j'étais parlementaire, c'était sur la loi E20, rappelez-vous, on avait quelques différentes appréciations, et connaissant en tout cas le professionnalisme qui est le vôtre et votre engagement sur le sujet, je me suis dit, mais le docteur Rigaud, à mon avis, va me tomber dessus. Et j'étais agréablement, en tout cas, surpris de l'analyse et de la réflexion qu'il a vôtre sur le sujet. Merci, monsieur le maire. Je vais vous renvoyer l'ascenseur en vous disant, en vous remerciant d'avoir contribué à ouvrir des débats et à faire bouger les lignes. L'association que j'ai présidée, que je préside encore à côté aujourd'hui, milite, si je veux dire, c'est son rôle de plaidoyer pour faire ouvrir le débat sur le sujet. Et donc, à un moment donné, il faut effectivement que les politiques s'en emparent, et pour ça, je vous en remercie. Donc, je remercie aussi le think tank qui m'a invité en tant qu'expert. Et alors, mon propos sera celui, je l'ai dit, médecin, je dirais acteur de santé publique et aussi un acteur de terrain, parce que j'ai rencontré effectivement dans mon exercice, même si je suis retraité aujourd'hui, tous les types d'usages, depuis les récréatifs, occasionnels, jusqu'aux grandes dépendances, et que ça vaut pour évidemment l'alcool, comme tous, mais aussi clairement pour le cannabis. Alors mon propos que j'ai organisé en 6 points va être très convergent avec celui de M. le maire. D'ailleurs, je vous ai presque fait mon intervention de contenterai maintenant en relief peut-être quelques points pour le compléter. La première donnée, le premier point, c'est effectivement qu'il faut bien être au fait que le cannabis, ses dérivés, vous l'avez dit, sont parfaitement dangereux pour la santé, en particulier pour les mineurs, pour les jeunes, qui ont encore un cerveau en cours de développement et dont les apprentissages, les phénomènes cognitifs sont encore en cours. Et s'ils ratent le coche à ce moment-là, eh bien effectivement, ils s'enferment dans des difficultés dont ils ont plus de mal à sortir. Donc c'est un produit qui n'est pas du tout inoffensif, mais en même temps, il ne faut pas non plus le diaboliser. On peut en dire tout autant de l'alcool avec le binge drinking des jeunes. Et donc, il faut avoir une approche assez globale de ces questions. Et
en addictologie, on a une approche qui est sur le produit, sur l'environnement et sur les individus. Du côté des produits, le cannabis, c'est un produit qui est intéressant parce qu'effectivement, on a des produits pas trop dosés qui peuvent être utilisés de manière récréative, occasionnelle, et puis il y a des produits qui sont devenus hyper dosés, des variétés terribles, si je veux dire, sans compter les cannabinoïdes de synthèse qui sont proposés aux sorties des établissements avec l'appellation non contrôlée de CBD. Alors de ce point de vue, c'est là où je serai en désaccord avec M. Darmanin, si je peux l'être, c'est que on ne peut plus aujourd'hui parler comme en 1970 de la drogue. Il y a des produits, ils ont des effets différents, ils ont des risques différents, ils ont des dangers différents. Et aujourd'hui, beaucoup de consommateurs sont très avertis, font parfaitement la différence. Et on sait aujourd'hui, par les études qui ont été menées, aussi bien en France que notamment en Angleterre, que le cannabis n'est pas, du point de vue de la santé publique, le produit le plus dangereux. Le plus dangereux en termes de dangerosité sociale et sanitaire, c'est d'abord l'alcool, c'est ensuite l'héroïne, c'est ensuite la cocaïne et le crack, bien sûr le tabac. Le tabac, il est quatrième parce que s'il est dangereux sur le plan sanitaire, il est beaucoup moins sur le plan social. Et puis enfin, et derrière, seulement le cannabis. Donc il faut avoir un peu cette échelle de gravité en tête. Le deuxième point que je voudrais mettre en valeur, c'est que s'il y a une prohibition de l'usage qui a été instaurée, de l'usage privé, je sais vous souvenir qu'avant 1970, on pouvait consommer du cannabis chez soi tranquillement. Françoise Sagan avait oublié en 1970 que la loi avait changé. Voilà. Elle avait réprimé l'usage privé. Ça a été fait au nom de la dangerosité des produits, et celui-là en particulier, mais surtout, effectivement, de la protection des mineurs. Mais si on devait aujourd'hui, au nom de la dangerosité des produits et de la protection des mineurs, poser des interdits, il faudrait inclure le tabac et l'alcool, clairement. Or, c'est hors de question, bien sûr, même si je suis un défenseur de la loi Elan. Mais c'est un autre sujet. La prohibition actuelle, je voudrais le faire remarquer, M. le maire l'a évoqué, elle n'interdit pas, elle n'empêche pas plutôt, elle interdit dans les faits, mais elle n'empêche pas dans la réalité, la proposition à la sortie de l'établissement d'une sorte de produits dont on ne sait pas ce que c'est et qui sont de plus en plus dangereux. Donc, même avec ce système, ça ne marche pas actuellement. La loi ne fait pas de différence entre les produits et les usages. Voilà. Et puis, ça je l'ai dit, donc je vais avancer. Ça va prendre trop de temps. Le troisième point que je voudrais souligner, et ça rejoint ce que la mission parlementaire, mes collègues ont été auditionnés aussi, c'est qu'on parlait en 1970 de la toxicomanie en faisant effectivement l'équivalence usager, délinquant, malade. Or aujourd'hui, comme d'ailleurs pour l'alcool, le modèle du cannabis est assez analogue à l'alcool, sa dangerosité est parfaitement proportionnelle aux doses consommées, donc au titre du produit consommé, à la durée de la consommation et à sa fréquence. Et en matière d'usage du cannabis, on peut avoir tous les degrés sur une palette qui va de l'occasionnel et récréatif jusqu'effectivement aux états de grande dépendance. Voilà. Alors, ça c'est du point de vue, on va dire, clinique, je ne vais pas le détailler. Il est bon de regarder ce qu'il en est du point de vue épidémiologique. Les chiffres de l'OFDT, donnés par les baromètres santé, étudiés depuis des années, sont aujourd'hui éloquents. C'est 5 millions de personnes ont consommé dans l'année passée du cannabis, 1,5 million de consommateurs réguliers, ça veut dire au moins 10 fois par mois, et 900 000 consommateurs quotidiens. C'est donc une consommation de masse. Elle concerne effectivement de manière préoccupante les adolescents. Et ces adolescents, M. le maire l'a dit aussi, je le rejoins, c'est pas seulement les adolescents et les jeunes des quartiers en difficulté, même s'ils ont des vulnérabilités importantes. On sait aussi que dans les beaux quartiers, comme on dit, et c'est très connu à Paris, il y a des jeunes qui sont abandonnés par leurs parents, abandonnés entre guillemets, parce que les parents sont complètement absorbés par autre chose. Alors, c'est une consommation de masse,
et nous sommes devenus les champions européens. Et ce, malgré, vous l'avez rappelé, une des législations les plus répressives. Alors ça sera mon quatrième point, la répression. Parce qu'on pourrait dire la répression, la conséquence de la prohibition, elle pourrait avoir un effet, c'était son objectif, dissuasif sur les consommations, pour réduire également le nombre de consommateurs, avoir un effet. Or, qu'est-ce que l'on constate sur ces 1,5 million personnes qui en France consomment du cannabis régulièrement? Eh bien, il y a 175 000 interpellations, donc un peu plus de 10%. Non, je vais mettre peut-être 1000 erreurs de calcul, c'est pas bon calcul mental. Oui, 10%. Qui, à 95%, vise des usagers de cannabis. C'est-à-dire qu'on ne saisit pas les trafiquants. Bien sûr, il y en a qui sont arrêtés. Les journaux en parlent. Mais c'est essentiellement une répression des consommateurs, plus qu'une répression du trafic. Les peines qui sont prévues par la loi ne sont plus applicables. 1 an de prison pour avoir fumé un joint, c'est plus envisageable. Et du coup, ça débouche très largement à 80% sur des rappels à la loi et pour le reste sur des amendes, avant même la question de l'amende délictuelle. Donc du coup, ça ne sert pas à grand-chose. Et l'interdit qui est positionné n'a plus de sens, il n'est plus crédible. La nouvelle amende forfaitaire, je rejoins complètement votre point de vue. L'Union d'ailleurs a fait un article de début mars, si je bonne mémoire, sur le premier bilan 6 mois après, qui était parfaitement mitigé, et où était exprimé que 40% seulement des personnes interpellées pouvaient s'acquitter de l'amende, les autres étaient mineurs, n'avaient pas de papier, et ça aboutit, ce genre de choses, à finalement inviter les consommateurs à contourner la loi. Si on a du shit avec soi, elle ne prend pas ses papiers, et puis du coup, je ne peux pas être interpellable, et puis finalement, rester chez soi, on se fait ravitailler par Internet. Donc ça n'avance pas à grand-chose. Et en plus, ça a peut-être allégé le travail de la justice, mais c'est pas si simple non plus pour la police, parce qu'une interpellation, derrière, il y a quand même, on ne perçoit pas l'amende, simplement, il y a quand même un dossier à faire, des papiers, ça fait à peu près 2-3 heures. Du coup, j'arrive à mon 5e point, c'est un constat d'échec. Un constat d'échec sur les 2 volets que vous avez dit, c'est effectivement sur le volet sécuritaire et sur le volet sanitaire. Je le fais, mais comme beaucoup d'autres Français commencent à le faire, et puis des organismes plus officiels, comme par exemple le Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre, en 2019, l'a clairement dit. Le système actuel, prohibition, répression, ne fonctionne pas. Il ne protège pas les plus fragiles, en particulier les plus jeunes, on le constate. Il enrichit les trafiquants et les dealers, on le constate également. Il pèse lourd sur les dépenses publiques, je vais y revenir, et aucun bénéfice pour la santé publique et la société. Alors du point de vue de l'échec en termes de santé publique, c'est qu'on constate que finalement, ne serait-ce que si on prend les 10 dernières années, aucun fléchissement du nombre de consommateurs et des niveaux de consommation. La politique de santé, notamment de prévention, est quasi absente de la politique publique. Il faut savoir que c'est 10% des dépenses, de la globalité des dépenses pour la lutte contre les drogues. Les 90 autres pourcents se répartissent en 20% pour la justice et 70% vers la police, qui finalement, je l'ai dit tout à l'heure, vous l'avez dit aussi, poursuit les usagers beaucoup plus que les trafiquants. Et du point de vue de la sécurité publique, article du Monde de dater de demain qui vient de sortir d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de lire à midi, c'est le plaisir de la retraite. Le marché des stupéfiants en France est le premier marché criminel en France, vient de le dire l'organisme qui est chargé de rendre compte au gouvernement. Alors, je ne vais pas le développer, monsieur le maire le connaît mieux que moi. On sait que le trafic mute, il est devenu très professionnel, très capitalistique dans ses méthodes.
voilà, il devient très compliqué à poursuivre avec par exemple les livraisons de très petites quantités par les livreurs de toutes choses. Et finalement, ça aussi, ça fait courir un risque aux consommateurs parce que tant que le marché est noir et clandestin, on est obligé de s'adresser à des dealers plus ou moins louches, avec des risques quand même pour sa bourse, voire pour d'autres risques encore, et des produits dont on ne connaît pas la composition, le titrage, et qui peuvent avoir des effets totalement imprévisibles, comme on l'a vu avec le fameux faux CBD. Alors, et l'activité répressive est également très chronophage. On en tire, nous, les associations, les addictologues, une conclusion que tout le monde connaît. La prohibition est une impasse, la prohibition ne marche pas. Tout le monde a vu Les Incorruptibles à la télé, connaît l'expérience historique de la prohibition aux États-Unis dans les années 20. On l'a vu sous Gorbatchev également quand il a produit en 85 le décret sec, ça a fait les mêmes effets. Et si en France, en 2010, on a par exemple légalisé les jeux de l'argent et de hasard en ligne, c'était également pour assécher tout un marché clandestin et tout ce que ça induit. Alors, il n'y a pas lieu d'être surpris que la prohibition du cannabis ne marche pas. Du coup, c'est ce qui conduit, et puis ce sera mon dernier point, les addictologues, les associations auxquelles ils adhèrent et qui militent, et parmi lesquelles les rejoint aussi des familles, des usagers, enfin des citoyens, c'est qu'il faut changer de modèle, essayer autre chose, pour pouvoir développer des politiques nouvelles qu'on ne peut pas développer comme celle de la prévention actuellement. Et donc c'est là où s'ouvre le débat dépénalisation, légalisation, surtout à partir du fait que beaucoup de pays en Europe, 7 moins 23, donc ça fait 16, ont tout à fait modifié leur législation dans un sens plutôt de la dépénalisation, mais aussi vers la légalisation, ça dépend des nuances. Donc tout ça est à étudier pour avoir les différents modèles. Mais le plus explicite en termes de dépénalisation, c'est le Portugal. Et je crois qu'il y a des choses qui peuvent nous inspirer. Mais le grand problème avec la dépénalisation, et c'est pour ça que nous la refusons, c'est que la dépénalisation, finalement, conduit à arrêter de poursuivre les consommateurs, si bien, mais elle ne va pas du tout empêcher la poursuite du trafic de toutes sortes de produits. Et donc, le volet sécurité publique n'est pas modifié ne sera pas modifié par la dépénalisation. Ce n'est pas le problème des addictologues en façon des citoyens. Voilà pourquoi ils le disent. Alors la légalisation, c'est pour ça que nous allons vers ce modèle. La légalisation, nous plaidons pour un modèle de légalisation contrôlé, strictement contrôlé, on va dire à la française, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui l'ont mis en place actuellement. Alors si vous voulez, je pourrais détailler la mesure, ça dépend du temps qui m'est imparti, si j'ai encore 2-3 minutes, ou des têtes de chapitre, mais oui, voilà, pour ne pas être trop long. Mais en tout cas, il ne s'agit pas du tout d'avoir le modèle qui est en vigueur dans plusieurs États américains qui sont, excusez-moi l'expression, open bar, avec le business et les grands lobbies qui sont déjà là, parce que ça, effectivement, ça va être une incitation massive à la consommation et ça sera dangereux. Il faut une légalisation qui soit encadrée avec l'objectif donc, de faire baisser les consommations, donc le consommateur a fait une régulation, comme on en a une avec l'alcool et le tabac, c'est le modèle analogue, protéger les mineurs et effectivement assécher le trafic. Alors, pour le faire, comment faire? Ça sera évidemment interdire la vente aux mineurs, mais à condition de contrôler la vente. Parce que nous savons aujourd'hui que la vente d'alcool aux mineurs est interdite et la vente du tabac aux mineurs est également interdite. L'association que j'ai présidée, qui existe encore, mène actuellement des actions de testing dans certaines villes et les résultats sont quand même, avec un financement de la MILDECA, assez éloquent du fait que la loi n'est pas appliquée. Alors si on interdit aux mineurs la vente du cannabis, mais qu'en même temps on ne fait pas derrière le contrôle, ça ne servira à rien. L'interdiction évidemment complète de la publicité sur le modèle de l'interdiction de la publicité pour le tabac.
Évidemment, l'interdiction de la conduite de véhicules sous l'emprise des stupéfiants, mais c'est déjà interdit. Mais ça sera encore mieux en le disant, en le rappelant. L'interdiction de la consommation du cannabis sur les lieux de travail, mais c'est déjà interdit, encore faut-il bien le marquer, et se donner avec la médecine du travail toutes les conséquences. Et puis surtout, un contrôle par l'État, il y a différentes formes à imaginer, de la production jusqu'à la vente au détail, de telle façon que les produits soient contrôlés, identifiés, connus dans leur composition, leur titrage, et que les consommateurs sachent qu'ils achètent des produits sains, enfin sains. Vous avez compris, il y a des guillemets. Je ne dirais pas bio non plus, mais enfin, voilà, avec des substances dont la composition sont connues et dont les titres en THC et autres cannabinoïdes, parce qu'il y a quelques autres également connus, de telle manière qu'ils sachent à quel effet ils peuvent s'attendre et qu'ils régulent et qu'ils règlent leur consommation en fonction d'eux. Et puis évidemment, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il faut maintenir la répression du trafic et des trafiquants qui va continuer à vouloir proposer des produits effectivement fortement dosés, des cannabinoïdes de synthèse et d'autres produits, enfin, la liste est longue. Précisément, les nouveaux produits de synthèse échappent à toute réglementation, ils sont faits pour rentrer sur le marché clandestin. Mais il nous paraît clair que pour les usagers occasionnels, récréatifs, on va dire, voilà, ceux qui sont peut-être pas encore réguliers mais pas trop loin, ils préféreront à coup sûr aller s'adresser à des points de vente officiels, sans risque, avec des produits titrés, plutôt que d'aller s'adresser au marché noir et de prendre des risques avec des produits inconnus. Mais évidemment, parmi les gens qui sont des consommateurs, certains sont plus vulnérables, plus déséquilibrés que d'autres, avec plus de souffrance, et certains voudront évidemment des produits plus titrés. On ne va pas l'empêcher, ça existe déjà, malgré la prohibition. Et donc, la répression du trafic, des trafiquants, devra se poursuivre, mais son champ se sera un petit peu reconverti. Et si effectivement les forces de l'ordre ne sont plus, on va dire, accaparées par la poursuite des petits consommateurs, je pense qu'ils pourront avoir des moyens et du temps pour poursuivre effectivement voilà, les trafics. Je vais m'arrêter là. Voilà, je conclurai en disant que ce n'est pas une solution miracle, et vous l'avez dit aussi, on se rejoint, c'est une solution pragmatique pour arriver à construire une politique publique qui marche mieux par rapport à ces objectifs. Merci Alain. En tout cas, l'important dans vos deux interventions, c'est que l'idée forte, c'est que la légalisation finalement va permettre de concentrer les forces d'action, que ce soit les forces sécuritaires, justement sur les civils, sur le trafic organisé, dangereux, etc., et les forces sanitaires, toute l'action qui peut être menée à ce moment-là de prévention, de soins, mais qui est articulée effectivement sur la consommation chronique, sur les dangers, etc. Le point qui reste délicat pour moi, c'est la question des mineurs. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'on ne va pas inciter les mineurs, on ne va pas le légaliser pour tous, mais si on faisait la proportion au niveau épidémiologique du nombre de mineurs qui consomment en ce moment du cannabis, je pense que dans ma patientèle, parce que je reçois beaucoup d'adolescents et de préadolescents, à 13 ans, il y en a qui consomment déjà. À 18 ans, beaucoup. Et qu'est-ce qui va se passer pour eux? Est-ce que si on bloque ça, et en quoi je suis d'accord, si on bloque ça, est-ce qu'on ne va pas entretenir encore ce marché, cette hydre monstrueuse du marché noir? C'est ça qui est important. On a la même chose avec la cigarette. On a aussi des pré-ados, enfin des jeunes qui fument, dès l'âge de 11, 12 ou 13 ans. Et ils arrivent à se fournir en cigarette. On a toujours le moyen de... Bien, je vais laisser la parole à Jérémy Bastien. De toute façon, on va reprendre le débat après. Jérémy Bastien qui va nous donner, lui, un éclairage un peu différent sur les questions économiques autour de ce bouleversement de nos pensées, de nos réflexions autour du cannabis. Merci.
Merci beaucoup. Avant toute chose, moi aussi, je voulais remercier Paul Sauté de cette invitation. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je vous avoue que mes collègues économistes et moi, on a assez peu à travailler sur la question. C'est assez paradoxal compte tenu de l'actualité très chaude sur la question. On est très mobilisés ces dernières semaines, notamment sur les questions de CBD, comme on peut l'imaginer, j'y reviendrai. Aujourd'hui, moi, le but, ça va pas être de vous proposer une démarche normative, de vous dire si je suis pour ou contre, de donner mon point de vue sur la légalisation du cannabis, mais essayer de vous donner un bilan des effets socio-économiques. Un certain nombre ont déjà été évoqués, j'essaierai d'y saupoudrer quelques éléments en tant qu'économiste. Et j'ajouterai aussi des effets sectoriels de la légalisation du cannabis qui n'ont pas encore été évoqués, qui me semblent fondamentales, parce qu'on a une filière chanvre qui est très dynamique aujourd'hui en France, en Europe et au niveau mondial. Et je crois qu'il faut aussi relier la légalisation du cannabis à cette filière chanvre. Ça me permettra de vous présenter un certain nombre de résultats intermédiaires du projet Améléca pour l'approche mésoéconomique de la légalisation du cannabis que porte l'Université de Reims, un certain nombre de laboratoires de recherche de l'Université de Reims, et plus particulièrement le laboratoire d'économie-gestion Regard, en partenariat avec des laboratoires extérieurs à l'Université de Reims, dans lequel justement on s'intéresse à ces effets sectoriels. Alors ce travail de vous proposer les effets socio-économiques et sectoriels de la légalisation du cannabis, c'est compliqué. C'est compliqué pourquoi? Puisque c'est un exercice de prospective. C'est-à-dire je vais devoir vous parler d'un marché qui n'existe pas. Il existe à l'état illicite, mais le marché légal n'existe pas. Donc je vais devoir essayer de me projeter. Alors j'ai quelques éléments qui vont m'aider pour ça, c'est que les collègues économistes et moi-même, on a pu travailler sur des simulations de projection. Et ce qui va également m'aider, c'est de tirer des enseignements des expériences étrangères. Il faut savoir raison garder sur les comparaisons, puisque la légalisation est toujours insérée dans des contextes institutionnels spécifiques, des contextes socio-culturels très spécifiques. Mais en tout cas, il y a quand même un certain nombre d'enseignements qui sont intéressants par rapport à des éléments qui ont déjà été cités. De manière globale, ce que va vous dire un économiste, alors un économiste, ce n'est pas que des chiffres, c'est aussi des aspects socio-économiques, c'est que la légalisation du cannabis, moi je vais parler uniquement de la légalisation du cannabis, donc tant du côté de la production que de la demande, elle a un effet d'amélioration du bien-être global de nos sociétés. Pour 4 raisons, selon moi. La première raison, elle a souvent été évoquée, c'est l'amélioration des finances publiques. En effet, ce qu'on constate, c'est que la légalisation du cannabis, elle va engendrer une diminution des dépenses de répression et de justice. On l'a déjà évoqué, mais on peut donner une petite idée de ce que ça représente. C'est plus de 500 millions d'euros par an, ces dépenses de répression et de justice. Si on y ajoute des coûts annexes, on parlait tout à l'heure de la prise en charge des accidents de voiture, etc., le coût social total de la répression et de la justice liée au cannabis, c'est près de 900 millions d'euros par an, donc c'est quand même énorme. Ensuite, deuxième élément qui permet d'expliquer cette amélioration des finances publiques, eh bien évidemment, c'est l'accroissement des recettes publiques, c'est-à-dire les rentrées fiscales qui seront liées à la production et la vente de cannabis pour usage récréatif ou thérapeutique. Les simulations qui sont proposées montrent que selon les scénarios qui sont retenus et les modalités précises de légalisation, on serait quand même de l'ordre de rentrée fiscale qui serait soit autour de 400 millions d'euros par an, et pour les simulations les plus élevées, on serait autour de plus d'1 milliard d'euros par an. Donc c'est loin d'être négligeable. Si on se tourne côté outre-Atlantique, dans certains États sur lesquels on a plus de recul, par exemple le Colorado, les rentrées fiscales, elles sont 6 fois plus importantes aujourd'hui qu'avant la légalisation. Donc on a quand même des éléments assez forts qui soutiennent cette dynamique d'amélioration des finances publiques. Ça, c'est le premier point. Le second point, il a souvent été évoqué, c'est le fait que, toujours dans cette perspective d'amélioration du bien-être global de nos sociétés, de son économie, c'est que la légalisation du cannabis permettrait d'améliorer l'efficacité de la prévention et de la prise en charge des consommateurs. Alors, améliorer l'efficacité de la prévention, ça veut dire en fait mieux l'allouer, un terme qu'aiment bien les économistes, c'est-à-dire qu'on pourrait la centrer sur la consommation, je ne dirais pas que des mineurs, mais des moins de 25 ans. Il y a un certain nombre d'études médicales qui montrent que les dommages cérébraux se font surtout avant l'âge de 25 ans, donc ça permettrait de vraiment axer la prévention sur ce type de public et d'accroître la prévention, voire la répression, sur les marchés illicites, que seraient les marchés de la cocaïne, etc., qu'on a déjà évoqués. Et bien évidemment, ça permettrait de mieux prendre en charge les consommateurs, puisqu'on pourrait affecter une partie des recettes publiques liées à la vente de cannabis pour usage récréatif et thérapeutique à cette prise en charge.
Le troisième point, c'est celui de l'éradication du marché noir, du marché illicite, c'est-à-dire cette économie souterraine. Ça a déjà été évoqué plusieurs fois. Effectivement, il faut aussi ajouter ce qu'on appelle les externalités négatives en termes de violence, de délinquance, qui sont particulièrement présentes. Et l'idée, c'est effectivement, et M. le maire l'a rappelé, d'utiliser les recettes publiques qui seraient générées par la production et vente de cannabis, eh bien, pour investir dans l'éducation, dans la politique de la ville, pour justement prendre en charge cette casse du marché illicite. Alors, ce qui est intéressant sur ce point, et qui va compléter ce qui a été dit, c'est que si on regarde un petit peu ce qui se fait à l'étranger, l'éradication du marché noir, elle n'est pas si évidente que ça. Aux États-Unis, le marché noir, il a certes réduit, il faut le dire, mais il n'a pas disparu, et la réduction, elle se fait de quelques 10-20%, mais jamais de beaucoup plus. Donc il y a quand même un marché noir qui continue d'exister, et donc ça, on doit quand même en tirer un certain nombre d'enseignements. J'y reviendrai par la suite. L'aspect qualité et prix est très important pour expliquer la survie de ce marché noir. Le quatrième point qui permet d'expliquer cette amélioration globale du bien-être des populations liée à la légalisation du cannabis, c'est l'amélioration de la santé publique. Ça, c'est évident, ça a été redit, et moi aussi je le redis, c'est très important, puisque la légalisation suppose une mise en marché de produits de meilleure qualité. Meilleure qualité puisque pas coupé avec d'autres produits, ça a été rappelé encore une fois par monsieur le maire, mais aussi parce qu'on aurait des produits dont le taux de THC serait maîtrisé. Alors ça aussi, c'est pas toujours vrai. L'exemple nord-américain qui a été évoqué, comme peut-être un modèle à pas tout à fait suivre, le confirme, puisque ce qu'on constate, c'est que sur le marché légal, on a parfois des produits avec des taux de THC qui sont, je n'ai pas le mot, mais qui sont incroyables, 10%, parfois beaucoup plus. Alors ça s'explique par le mode de régulation qui a été utilisé aux États-Unis, qui est très concurrentiel, c'est une régulation par le marché. On voit par exemple en Uruguay, qui est un des précurseurs aussi en la matière de légalisation, un contrôle étatique plus important, ce qu'on appelle nous en économie une régulation monopoliste. Elle permet de mettre quand même en marché des produits qui sont plus surveillés, donc de meilleure qualité. Mais en tout cas, légalisation ne veut pas dire mise en marché légalement de produits de meilleure qualité, notamment compte tenu du taux de THC. Alors, c'est cette amélioration de la santé publique, et donc essayer d'inciter les consommateurs à consommer du légal parce que de meilleure qualité, plutôt que d'aller sur le marché illicite, ça fait intégrer une donnée importante que j'évoquais précédemment, c'est le prix. Effectivement, si on veut limiter la consommation sur le marché illégal, qui va continuer d'exister, comme on le disait, eh bien, il faut essayer de mettre en place des prix qui sont incitatifs. Effectivement, si le prix est 2 fois plus élevé sur le marché légal, les consommateurs vont continuer de privilégier le marché illégal, même s'il y a cette crainte d'être contrôlé, etc. Un prix 2 fois supérieur va internaliser cet aspect. Donc la question du prix, elle est très 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 importante. Et encore une fois, sur les expériences étrangères, on voit que c'est compliqué d'avoir un prix qui vient presque être compétitif, pour employer un terme économique, vis-à-vis de ces prix sur le marché illicite. Deuxième élément qui est important sur cette considération d'amélioration de la santé publique, c'est attention aussi à la façon dont on va abreuver en France la nouvelle demande de cannabis récréatif ou thérapeutique qui pourrait être portée et générée par la légalisation. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire que légaliser, c'est une chose, mais assurer les conditions de production locale, c'en est une autre. Ce qu'on voit aujourd'hui sur le CBD, vous avez suivi toutes les problématiques de droit que ça pose. J'ai échangé encore récemment dans le cadre d'un séminaire avec Yann Bizou, qui est le grand spécialiste de la question en France. Aujourd'hui, on a un flou autour du CBD, et en tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est pas possible de produire du CBD en France, d'exploiter la fleur en fait de chanvre. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on importe en France énormément de CBD. On importe. Les seuls qui produisent du CBD en France, ils le font de manière illégale, ou ils contournent un petit peu les règles. En tout cas, on importe beaucoup. Et ce qu'on peut craindre, si légalisation il y a, c'est qu'on importe aussi énormément de produits de chanvre à haute teneur en THC, pour, encore une fois, satisfaire cette nouvelle demande de cannabis récréatif ou thérapeutique. Et là où ça me pose problème, j'y reviendrai sur les effets économiques après, puisque finalement ça n'a pas profité à l'économie française, mais ce qui me pose problème, c'est aussi des considérations de santé publique. Pourquoi ? Parce que les acteurs étrangers qui lorgnent sur les marchés européens, notamment français, sont par exemple les acteurs canadiens, qui ont des années, voire des dizaines d'années d'avance sur la production de cannabis thérapeutique et récréatif, qui sont vraiment des grands groupes, pour un poids économique qui est affolant, avec une forte financiarisation. Et eux, ils produisent leur cannabis avec des intrants chimiques
qui sont assez fous, alors que le chanvre est une plante qui n'a besoin d'aucun intrant, même pas d'eau à la base. Le problème, c'est que pour cultiver du chanvre, pour ses vertus thérapeutiques et récréatives, c'est-à-dire la fleur, je ne vais pas être trop technique, mais il faut en fait utiliser des modes de production agricoles où les plants de chanvre vont être très espacés. Nous, aujourd'hui en France, les valorisations principales du chanvre, c'est le textile, c'est le papier, il y en a beaucoup, hein, c'est le bâtiment, c'est assez fou. Le problème, c'est qu'on a des modes de production agricole qui sont très industrialisés, où le chanvre est planté très proche les uns des autres, on n'exploite pas la fleur, parce qu'on n'a pas le droit, mais aussi parce qu'on n'en a pas envie. Et le problème, c'est que si on importe tous ces produits qui viennent du Canada, qui sont arrosés aux pesticides, eh bien ça va poser de vrais problèmes de santé publique au-delà de la consommation même de cannabis. Et donc je pense que là, il y a un enjeu qui est très important, qui n'a pas été évoqué, c'est un enjeu de structuration de l'activité chanvre pour usage récréatif et thérapeutique, puisque la structuration de la filière chanvre existe déjà, mais structurer cette activité chanvre pour usage récréatif et thérapeutique, il me semble que c'est fondamental pour que justement l'économie française elle en bénéficie, mais aussi que la société française en bénéficie en termes de santé publique. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il faut absolument soutenir une production locale. Pourquoi? Parce qu'au-delà des effets de santé publique, ça aura des effets économiques. Bien évidemment, ça va créer des emplois. À titre d'exemple, encore une fois, sur les États pour lesquels on a plus de recul, par exemple le Colorado aux États-Unis, on voit que la légalisation a entraîné une augmentation des emplois de plus de 200 000 emplois équivalents temps plein. Et je pense que c'est même une fourchette assez basse. Donc ça, emploi direct, c'est-à-dire les producteurs, emploi indirect, les sociétés de surveillance qui viennent surveiller les cultures, par exemple, mais aussi les emplois induits, c'est-à-dire que ça génère beaucoup de tourisme, l'activité cannabis récréatif et thérapeutique. Donc tout ça, c'est très important. Et bien évidemment, il faut aussi capter cette activité chanvre pour usage récréatif et thérapeutique pour que ça génère de la croissance économique. C'est vrai que souvent dans les pays, on dit que ça pèse que pour 1% du PIB des économies, mais c'est pas rien finalement. Donc il faut absolument soutenir cette croissance économique, d'autant plus qu'on voit que dans les États qui ont légalisé se développent des produits dérivés. Donc pas seulement le cannabis à fumer, il y a aussi des produits alimentaires qui se développent, des produits pharmaceutiques. Donc il y a des effets d'entraînement sur d'autres secteurs qui ne doivent pas être négligés. Donc ça c'est très important. Je crois qu'au Colorado, le business du cannabis est évalué à plus d'1 milliard de dollars. Donc c'est quand même quelque chose qui est très important. Autre élément important d'un point de vue économique sur la structuration de cette filière, c'est sur les recettes fiscales. J'y reviens. Pourquoi? Je vais prendre l'exemple du CBD. Et là, je vais faire appel aux travaux d'Yann Biziou, avec qui j'ai échangé encore récemment. Aujourd'hui, le flou qui entoure le CBD fait que produire du CBD, c'est fiscalement très avantageux pour un producteur, si demain le chanvre devenait légal. Pourquoi? Parce que le fait que ce marché du CBD ne soit pas réglementé, ça fait que le CBD n'est pas fiscalement imposé comme l'est, par exemple, le sont les cigarettes. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les TVA qui s'appliquent sur les produits CBD, elles sont dérisoires. C'est par exemple, si c'est des produits alimentaires, 5,5. Si c'est le vapotage du CBD, c'est une TVA à 20%. Donc finalement, ici, si je veux me faire un petit peu l'avocat du diable, on passe à côté d'une imposition qui pourrait être beaucoup plus élevée si on essaie de réglementer ce marché du CBD. Et je me projette bien évidemment sur le marché du THC, puisque logiquement, on devrait assimiler ces produits CBD ou à haute teneur en THC à des produits similaires à de la cigarette, et donc y mettre une imposition qui est très particulière. Et donc il y a aussi cet enjeu finalement de mettre en place une régulation spécifique pour être certain qu'on va y appliquer une fiscalité qui permettra d'avoir les recettes fiscales qui sont liées, mais aussi pour pas que la consommation soit peu contrainte par les aspects fiscaux. Donc ça, je pense que cet enjeu de la structuration, il est très important. Et donc finalement, je vous dis ici qu'il y a beaucoup de bénéfices liés à la légalisation du cannabis. A priori, encore une fois, c'est un exercice de prospective, donc je mets un certain nombre de guillemets. Mais il faut aussi, de l'autre côté, y mettre un certain nombre de coûts qui vont demeurer, voire apparaître. Le coût d'encadrement d'un marché légal, il ne faut pas les négliger, d'accord. Tous les coûts annexes, ce qu'on appelle les effets externes, liés au fait qu'on va peut-être avoir plus d'accidents de voitures ou de trottinettes électriques, ou de violences liées à la consommation du cannabis, ça il faut l'intégrer. Mais quoi qu'il en soit, si on fait une balance entre les bénéfices que je vous ai évoqués et les coûts, il semblerait que les bénéfices de la légalisation, compte tenu des projections qu'on fait en France, mais aussi
des enseignements qu'on tire des cas étrangers font qu'on est plutôt sur une balance qui est positive, c'est-à-dire du côté des bénéfices liés à la légalisation. Mais j'insiste encore une fois, l'enjeu de la structuration de la filière, qui a peu été évoqué, il me semble déterminant, et je pourrais y revenir éventuellement dans les échanges qu'on aura ensemble, mais les acteurs de la filière chanvre traditionnelle, c'est-à-dire du chanvre industriel, qui aujourd'hui ne s'intéressent pas du tout au chanvre pour usage récréatif et thérapeutique, un peu plus pour bien-être, même si c'est pas tout à fait vrai, ils sont assez frileux sur la question. Ils n'ont pas trop envie d'aller sur la production de chanvre pour usage thérapeutique et récréatif. Pourquoi ? Parce que eux, depuis 20 à 30 ans, ils se construisent sur les risques d'amalgame. Ils construisent leur activité pour le textile, pour le bâtiment, pour le papier, contre cette idée qu'on puisse les assimiler à des producteurs de chanvre drogue, comme ils l'appellent. Et donc, il y a une forte frilosité de ces acteurs vis-à-vis de ça, et je les comprends, et aussi parce qu'ils ont des modes de production aujourd'hui très industrialisés qui ne rentrent pas tout à fait en accord avec la production de chanvre pour la fleur, c'est-à-dire pour l'usage récréatif et thérapeutique, qu'il faudrait si légalisation il y a. Donc ici, encore une fois, je crois qu'il y a vraiment des éléments à démêler et à mettre au devant des débats publics et des débats politiques sur la question de la légalisation du chanvre. J'en ai terminé. Merci beaucoup. La première idée qui me vient, c'est que pour être concurrentiel, il va falloir, avec le marché parallèle, il va falloir ne pas être trop gourmand en taxes et peut-être même vente à perdre, parce que vraiment, il y aura une vraie concurrence, quoi. Bon, ceci dit, on ne va pas rentrer dans le débat. Simplement, je voulais aussi insister sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que toutes ces propositions-là, qu'elles soient sur le plan sécuritaire, économique, sanitaire, elle va aussi avec toute une pensée de la société, c'est-à-dire comment on va reconfigurer une société de façon à permettre que, par exemple, le seul avenir des jeunes de quartier, c'est de devenir les mules des gros dealers, et que voilà, il va falloir proposer des choses sur le plan culturel, sur le plan scolaire, sur le plan sociétal, sur le plan de l'emploi, comme ça, qui vont à un moment donné permettre d'absorber finalement et de dépasser cette impasse-là dans laquelle on est en ce moment, quoi. Tout à fait. C'est pour ça que c'est vraiment une question qui est transsectorielle et transministérielle, puisque, on l'a dit plusieurs fois, et c'est justement pour ces raisons qu'il faut utiliser les bénéfices économiques liés à la légalisation, pour les rentrées fiscales, pour les réinvestir dans les politiques de la ville, dans la culture, dans l'éducation, aussi dans la communication autour de la légalisation, des effets positifs comme négatifs. Et tout ça, c'est vraiment fondamental de penser ça de manière en synergie, de manière très globale, et pas seulement sur l'aspect soit santé, soit l'aspect économique, c'est vraiment de manière un peu pluridisciplinaire. Très bien, alors je vais vous laisser la parole, parce que c'est plus d'échange. Je voulais juste rebondir. Merci. Je voulais juste rebondir sur la filière chanvre parce que, en fait, la France, je crois que c'est le pays en Europe où elle est la plus structurée. Et j'allais dire même ici, quoi, hein, puisque je crois qu'il y a un projet du côté de Troyes de pôle européen du chanvre. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion? J'ai bien compris le côté industriel. C'est vrai qu'ils sont plus bleus, je pense à la chanvrière. Mais il y a comme ici de quoi restructurer. Ça pourrait être un point de départ, peut-être, parce que c'est assez important ici. C'est une excellente remarque et question. C'est vrai qu'on l'oublie souvent, mais la France, on est le premier producteur de chanvre en Europe et le troisième au niveau mondial. Donc c'est quand même pas rien, on peut en être fier. Sur un modèle très industriel, il faut le répéter aussi, hein, on a quelques petits producteurs artisanaux, je dirais, ou sur un modèle agro-artisanal. Et effectivement, je suis comme vous, je pense qu'aujourd'hui, notamment en Champagne-Ardenne, parce que la Chanvrière de l'Auve est le plus grand acteur européen, hein, il faut le repréciser, a toutes les cartes en main pour aller sur à la fois le marché du CBD, du moins sur essayer de penser l'évolution du marché du CBD et THC. Tout à fait. Pour être honnête, les échanges qu'on a avec eux pour l'instant, ça ne les intéresse pas plus que ça. Ça ne les intéresse pas parce qu'ils ont déjà des valorisations qui fonctionnent très bien, parce qu'ils savent très bien que ça nécessite une adaptation de leur outillage productif qui est complexe, parce que les risques d'amalgame continuent de leur faire extrêmement peur. Et là c'est marrant, hein, parce que sur le CBD on voit que maintenant, puisque ça commence à venir de fait, on commence à dire « Ah bah oui, bah nous le CBD on a toujours été pour ». Mais il y a 5 ans c'est pas vrai. Et donc nous ce qu'on leur dit aujourd'hui c'est vous n'êtes pas pour le THC aujourd'hui, pour la production de teneur en THC, mais ce qu'on vient vous revoir dans 5 ans, quand en fait ça aura peut-être progressé et que vous serez pour essayer de mettre la main sur ce marché. Mais honnêtement pour l'instant, les très gros acteurs de la filière traditionnelle et industrielle
sont assez peu concernés par la question. Ils pensent que c'est pas de leur ressort. Eux d'ailleurs, ils militent très clairement. Le président de la Chambre de l'eau milite pour la création d'une filière qui serait une filière extérieure, séparée de la filière chanvre industrielle. C'est-à-dire qu'il y aurait la filière chanvre industrielle, avec ses valorisations habituelles, textile, papier, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et il milite pour qu'une autre filière soit créée, qui serait une filière chanvre récréatif et thérapeutique, qui serait très contrôlée par l'État et très contrôlée par des organismes internationaux. Ils pensent à l'ONU, ils prennent l'exemple du pavot, en fait, clairement. Comme ça, en fait, ils n'auraient pas du tout, ça les concernerait pas, finalement. Il y aurait création ex nihilo d'une nouvelle filière. Eux, c'est pour la plupart leur cheval de bataille. À côté de ça, on a des petits acteurs industriels qui nous expliquent que ça les intéresse malgré tout, et surtout ce qui est intéressant, ils disent qu'ils peuvent le faire. Là où les très gros acteurs industriels nous disent non, on ne peut pas le faire nous avec nos méthodes. Mais d'autres acteurs qui utilisent les mêmes méthodes nous disent c'est pas tout à fait vrai. Donc nous on essaye aussi de démêler le vrai du faux dans ces éléments. Et moi je pense que les valorisations actuelles sont tellement rentables et fonctionnent tellement bien qu'aller vers ce marché CBD THC dont on ne sait pas vraiment ce qu'il va pouvoir donner en termes de rentabilité économique, d'autant plus que, et ça c'est une vérité, il y a des difficultés à exploiter l'entièreté de la plante, de la chanvre. On parle beaucoup de bioéconomie en France depuis maintenant quelques années. Et je pense qu'un des grands enjeux de cette légalisation ou pas est de savoir si on peut améliorer ou non ces enjeux de santé publique. Alors, moi je voudrais juste donner quelques chiffres parce que je pense que c'est important de savoir de quoi on parle. Donc quand on parle du cannabis, de l'usage du cannabis et notamment du THC, quels sont les enjeux par exemple sur le plan cognitif dont à la fois M. Rigaud et le maire ont parlé. Tout le monde connaît l'effet cognitif immédiat, c'est-à-dire de l'usage aigu, c'est-à-dire l'ivresse cannabique, la sensation de bien-être, mais on sait que ça attaque très directement un certain nombre de fonctions cognitives, la mémoire immédiate, la mémoire à long terme, ce qu'on appelle les capacités exécutives, c'est-à-dire la capacité à organiser son fonctionnement mental, la vitesse de traitement qui joue, et évidemment les processus attentionnels. Donc ça, c'est l'usage aigu, et l'usage aigu, ça s'estompe au bout de quelques heures. Alors évidemment, ce qui est important, c'est l'usage chronique. Et là, on a vraiment des données qui sont très importantes et qui permettent de poser bien le problème. Donc il y a une vraie différence, effectivement, entre d'une part l'usage récréatif, c'est fixé un peu arbitrairement à 10 joints par mois, enfin bon, c'est en tout cas en dessous de cette valeur-là, on ne peut pas vraiment observer de différence très significative dans les études. Et au-dessus de ça, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'usage chez l'enfant, l'adolescent.